Bruno, est-ce que tous les reportages qui sont faits de plus en plus aujourd'hui sur les médias, que ce soit des webcasts, que ce soit des émissions, des petits sujets sur les news locales, 19h de France 3, ma chaîne sport, comme on a pu voir là récemment avec Laurent Hamé, Axel Godin, qui présentent le sport de manière un petit peu plus compréhensible pour les personnes lambda. Est-ce que ça vous a aidé au niveau du dossier, au niveau de la constitution du dossier, pour présenter ça justement à cette fameuse commission? Alors, il est clair qu'en fait, au niveau du ministère, en tout cas, les interlocuteurs qu'on a eus, on a une évolution du discours par rapport à ce qu'on a pu entendre avant, lorsqu'il y a eu les premiers contacts entre la fédération et la commission, la fameuse commission de classement qui décidait de ce qui est une arme et ce qui n'est pas une arme en France. On a une évolution des mentalités qui fait que le paintball reste toujours un petit peu marqué avec cette ambiance, on va dire, guerrière ou cow-boy indien. Mais effectivement, le paintball sportif commence de plus en plus à pénétrer les foyers et à être connu comme une activité à vocation sportive. On ne va pas dire une activité sportive, puisqu'on n'est pas un sport, mais à vocation sportive. Il est clair qu'au niveau du ministère, un joueur sur un terrain de paintball, après, quel qu'il soit, c'est un joueur. Et du coup, pour l'État, c'est absolument pas un problème qu'il y ait des gens qui jouent au paintball, quelle que soit leur pratique. Ce qui les dérangeait le plus, c'était quoi faire d'une personne qui se trimballe de chez lui jusqu'au terrain, avec un lanceur monté avec le gaz et qui serait capable de... Voilà. Donc en fait, il y a effectivement une grosse priorité, en tout cas une prise en compte un petit peu d'une problématique de sécurité publique. Ça a été le discours sous-jacent du ministère, et que en fait, leur préoccupation, effectivement, c'était de savoir qu'est-ce qui leur permet de distinguer un joueur lambda, je vais parler de joueur lambda, mais c'est en tout cas un joueur, d'une personne mal intentionnée. Voilà. Est-ce que les problèmes restants dans les autres pays voisins, est-ce que la Commission a un peu regardé ce que les voisins européens faisaient dans leur juridiction? Et il y a eu quelques problèmes en Allemagne quand même avec ces fameux F-stamp, la limitation de la vitesse, parce qu'il y a eu quelques soucis. On se rappelle aussi qu'il y a eu un jeune qui il n'y a pas longtemps a fait un carnage dans un centre commercial. On a commencé à relancer en disant c'est du paintball, le paintball en fait partie parce qu'il jouait aux jeux en ligne, au first person shooter en ligne, il faisait du paintball, donc ça y est, ça faisait lui d'une mauvaise personne, donc le paintball a pâti un petit peu. Est-ce que ça, la commission a regardé un petit peu ce qui se passait à côté? Alors la commission a regardé, je ne sais pas si elle a regardé en dehors, mais en tout cas elle a regardé parce que nous on lui en a parlé. D'accord. Dans notre dossier, effectivement, c'était un petit peu l'idée de présenter les différents, l'état des lieux européens sur la réglementation sur les armes, entre le laxisme le laxisme, la réglementation quasiment large de l'Angleterre. Il faut savoir que les lanceurs de paintball en Angleterre ne sont pas considérés comme des armes du seul fait que le projectile, ne pénétrant pas à l'impact, puisqu'il explose et qu'il se disperse, en fait, n'a pas de caractère létal. Et du coup, c'est plutôt en fait une volonté des organismes anglais de paintball de se positionner par rapport à la réglementation comme s'ils étaient des armes, qui met actuellement des règles en place. Mais sinon, a priori, le Home Office ne considère pas du tout les lanceurs de paintball comme des armes en Angleterre. D'accord. À l'extrême interdiction de l'Italie, par exemple, qui est en train de s'ouvrir d'ailleurs depuis, ou l'exemple allemand qui effectivement a tendance à tout restreindre. Maintenant, il faut savoir qu'en Allemagne, ils ont une réglementation qui, dès qu'on parle de l'idée de tirer sur quelqu'un, quel que soit l'outil qu'on utilise pour tirer sur quelqu'un, part tout de suite dans un délire paranoïaque historiquement, ça s'explique. Mais il faut savoir que le discours qu'ils ont par rapport au paintball était exactement le même que moi j'ai pu rencontrer quand j'étais un professionnel du jeu laser, et qu'effectivement on rencontrait des joueurs allemands qui nous disaient que chez eux c'était aussi interdit que le paintball. Et pourtant, rien que de pointer un pointeur laser sur quelqu'un, ça venait... de vouloir viser quelqu'un, faut savoir que le seul parc de jeux laser en Allemagne par exemple était ouvert parce qu'ils avaient mis ça sous l'ambiance Astérix. Ça s'invente pas, hein, c'est du réel. Donc du coup, voilà, c'est parce que eux, dès qu'il y a l'idée de tirer sur quelqu'un, ça choque leur conviction éthique. Ça peut s'expliquer par rapport à l'histoire, bien entendu. Mais bon, voilà, quoi. C'est pas tant le paintball en tant qu'activité, c'est juste le fait de tirer sur quelqu'un, quoi. D'accord. Ça s'explique plutôt par ça. Donc on a présenté cet état de lieu pour leur montrer qu'il y avait un terrain à défricher, que la France pouvait se montrer plutôt un exemple. Et on a d'ailleurs un petit peu vu dans l'évolution de cette réglementation que d'autres voulaient s'en inspirer. Est-ce que l'exemple portugais, parce que quand même... L'exemple portugais est assez à l'inverse de ce qui est en Allemagne. Ils ont tout propulsé
Le Benfica qui monte une section paintball, la fédération portugaise qui se monte à une vitesse phénoménale et qui essaye vraiment de faire reconnaître le sport plus qu'en dehors de ses frontières. Est-ce que cet exemple-là, par contre, lui a poussé? Alors le problème, c'est qu'il n'a pas forcément influencé le ministère de l'Intérieur. Encore une fois, le ministère de l'Intérieur cherchait à répondre à une problématique de sécurité publique. Donc il a regardé les réglementations par rapport à un objet, le lanceur. Par rapport à l'activité, il en avait à peu près rien à faire puisque c'était pas son credo et c'est pas sa préoccupation. La préoccupation pour l'activité, elle concernerait plutôt le ministère des Sports. Et là, vous n'y êtes pas encore? Non, l'exemple portugais pour l'instant ne va pas du tout influencer les choses. Il faut savoir qu'il y a une politique actuellement au niveau du sport en France qui n'est pas favorable à la création et en tout cas à l'attribution d'agréments supplémentaires. Ils ont assez de sport pour l'instant à gérer, ils n'ont pas trop envie d'en rajouter plus. J'ai eu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui a, dans le cadre de son activité professionnelle, était amené à travailler sur le dossier du paintball point de vue ministère et qui n'est plus maintenant au ministère, mais qui m'a dit qu'il est encore impliqué parce qu'il est dans une fédération qui, elle, est une fédération reconnue. Il m'a dit que pour l'instant, effectivement, le sport en général, en tout cas les activités sportives, ne seraient pas vers l'obtention de nouveaux agréments, quels qu'elles soient. D'accord. Pas seulement du paintball. Ça tombe bien qu'on en parle parce qu'on va pouvoir clarifier la situation, je pense, pour certains des webcasters de Spirit qui se demandent pourquoi on n'a pas le deuxième F, cette obtention du deuxième F. On a un petit peu en partie la réponse. C'est que le ministère des Sports, il faut savoir que quand il y a une obtention d'un deuxième F, il y a une subvention. C'est ça. Donc le ministère n'a pas forcément envie de faire des dons à tout le monde. Et je pense que ça pèse dans la balance. C'est pas vraiment une question de reconnaissance. On va essayer d'expliquer un petit peu. Alors là, ça va faire un petit peu peut-être court, un petit peu professoral, mais tant pis. Il faut savoir que l'organisation du sport en France repose sur deux grosses organisations. Deux grosses organisations. D'un côté, vous avez le ministère de la Jeunesse et des Sports, donc maintenant ministre des Sports, puisqu'on a un ministère de plein exercice. Et de l'autre, un comité qui est constitué d'associations, ce sont tous des fédérations, qui s'appelle le CNOSF, le Comité National Olympique et Sportif Français. Il faut savoir que, en général, quand il y a une nouvelle fédération qui se monte, effectivement, si jamais l'État donne un agrément, l'État va demander à cette fédération d'assumer un rôle au sein de ce CNOSF. D'accord. Le CNOSF est constitué de toutes les fédérations, donc les fédérations agréées par l'État. Vous avez donc les fédérations olympiques, par défaut et on va dire essentiellement, puisque ce sont les 26 fédérations qui, de droit, en fait, ont l'organisation de leur activité. Vous avez les fédérations monosport, par exemple le rugby, qui est la FFR, puisque ce n'est pas un sport olympique, mais c'est un sport reconnu. Et vous allez avoir ensuite d'autres fédérations qui vont avoir non pas l'agrément en tant qu'organisateur de l'activité, d'une activité sportive, mais la participation à l'organisation de l'activité. Les fédérations multisports, par exemple, vous avez la FSGT, vous avez la fédération Léo Lagrange, vous avez les fédérations en général souvent du sport travailliste qui sont dedans. Vous avez par exemple la fédération française, je ne sais plus si c'est fédération française qu'elle s'appelle, mais en tout cas la fédération des associations sportives PTT, qui maintenant sont devenues une fédération affinitaire. Et vous avez d'autres fédérations qui sont ce qu'on appelle des membres associés, par exemple le bataillon des Joinvillais. C'est plutôt la fédération des Joinvillais. Donc fédération des Joinvillais, en fait, c'est celle qui regroupe tous les anciens du bataillon de Joinville, qui était en fait l'organisme militaire qui permettait de gérer les sportifs de haut niveau quand ils devaient passer leurs 10 mois sous les drapeaux, 12 ou 24 mois sous les drapeaux. Pas mal de joueurs d'ailleurs, des équipes de l'équipe de France de football sont passés par le bataillon de Joinville lorsque le service militaire est encore obligatoire en France. Voilà. Donc typiquement, vous avez ces quatre types de fédérations, et bien entendu, moins votre rôle est considéré comme primordial à l'organisation du sport, moins votre subvention est importante. Mais en tout état de cause, vous avez des subventions, vous avez une voix, vous avez un droit de vote dans ce CNOSF, et par conséquent, le ministère pourrait très bien donner un autre agrément à une nouvelle fédération, mais l'enveloppe qu'il attribue aux fédérations n'augmenterait pas pour autant. Et puis ça va délayer les votes. Et ça délaye les votes, et donc il y a des gens qui des fédérations qui font du lobbying, qui font de la rétention et qui font de on va dire, la résistance pour avoir de nouvelles fédérations. Donc c'est pas que le paintball, c'est d'autres sports qui voudraient tapent à la porte, bien sûr, et qui du coup sont obligés de passer, on va dire, par la bande. Comme nous, on va peut-être essayer de le faire finalement, puisque maintenant on sait très bien que on ne pourrait, dans 95 voire 96% de probabilité, avoir l'agrément que si on devenait un sport olympique. Voilà. Il y a 4% qui seraient peut-être sur de l'influence politique, une décision qui viendrait, mais à 96% de nos chances reposent sur si un jour on devient un sport olympique, d'office on aura un agrément. Et justement, est-ce que on a des rumeurs comme quoi la fédération
portugaise pousse énormément là, sur ça. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Non, alors malheureusement, je ne peux pas trop vous en dire plus. Le problème, en fait, c'est que la fédération, en fait, pour qu'un sport soit olympique, enfin, en tout cas pour qu'une activité rentre au programme olympique, alors déjà, elle n'y rentre pas tout de suite. Elle va passer forcément par une phase de test. Phase de test, ça dépend donc du pays hôte, qui va pouvoir proposer au comité olympique 2 ou 3 sports qu'il va vouloir mettre au programme en tant que sport de démonstration. Donc ça veut dire que actuellement, en dehors des États-Unis et en dehors du Portugal, si jamais les Jeux Olympiques doivent se dérouler dans d'autres pays, il y a peu de chances que le paintball devienne un sport de démonstration. Donc il faut qu'obligatoirement des Jeux Olympiques soient organisés aux États-Unis et au Portugal et ils auraient le droit de proposer, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est le pays hôte qui propose des sports de démonstration. C'est le pays hôte. Alors après, il va en proposer. On a plus de chances d'avoir les États-Unis que le Portugal. Effectivement. C'est pas que je ne veux pas y croire, mais je pense que le poids des États-Unis, ils l'ont déjà eu plusieurs fois. Ils pourraient le avoir assez rapidement. Mais il y a aussi, donc comme je disais, c'est que le pays hôte propose, mais en fait c'est le CIO qui dispose et le comité international olympique va forcément regarder un certain nombre de critères pour déterminer si le sport peut être présenté ou pas comme sport de démonstration. Parmi ces critères, on a l'universalité des règles. C'est-à-dire que là, actuellement, notre gros défaut en paintball, c'est qu'on a un règlement Millennium, on a un règlement NPPL, il existe la PSP, il existe différents règlements. Tant qu'on n'aura pas un règlement unifié au niveau mondial, et là je parle bien d'un niveau mondial, le CIO peut émettre une objection à avoir un sport en démonstration. Le deuxième critère, qui est un critère qui est peut-être purement, on va dire, commercial, est-ce que le sport est capable, susceptible de faire de l'audience? Est-ce qu'il est médiatisable? C'est un deuxième écueil pour le paintball parce qu'il existe une règle en sport. Lorsqu'on veut médiatiser un sport, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une unité de temps. Il y a la dramaturgie sportive, une unité de temps, de lieu et d'espace. Du temps, de lieu et d'action. Quand vous voyez un match de football, vous avez un ballon de football et vous avez 22 joueurs autour. Donc vous allez suivre votre ballon et ça c'est ce qui va permettre de dramatiser un petit peu le spectacle sportif. Tout à fait. C'est vrai dans tous les sports. Je vais donner un exemple tout bête. Pendant très longtemps, le tir à l'arc a été programmé aux Jeux Olympiques. Il a failli être supprimé parce que les gens ne comprenaient pas ce qui se passait dans une compétition de tir à l'arc. Vous aviez 120 tireurs alignés, tout le monde tirait, on ne savait pas qui était le premier, qui était le deuxième. Ils ont inventé la formule round. Donc ça veut dire qu'en fait vous mettez 2 tireurs, non pas l'un en face de l'autre, ils sont pas fous à ce point-là quand même, mais l'un contre l'autre, et à chaque fois qu'un tireur tire une flèche, on voit tout de suite le résultat. Est-ce qu'il est meilleur ou moins bon que le tireur à côté? C'est-à-dire que c'est du versus total. C'est du versus total. Et ce qui veut dire que comme ça, ils ont réintroduit une notion de dramaturgie sportive, ce qui a permis au tir à l'arc d'être maintenu dans le programme olympique. Il a failli être supprimé. Ce qui veut dire qu'en fait que globalement le tir à l'arc est un tant soit peu plus sympa que le curling, avait des chances de disparaître et pas le curling. Exactement, parce qu'il y a une fixation de la dramaturgie. C'est quand même grave. Voilà. C'est le problème de l'unité du spectacle. En fait, on suit un point de focalisation du spectacle sportif. Malgré les améliorations, parce que globalement, quand même, quand on prend certains médias, il y a des améliorations sur la manière dont on filme un match de paintball. Bon, on n'arrivera pas à cette unité, comme tu dis, unité de lieu, de temps, d'espace. Mais globalement, on arrive quand même un petit peu mieux à comprendre, alors avec les avancées technologiques, on va dire la manière de gérer l'image, on y arrive un peu mieux. Tu penses quand même qu'on va avoir du mal? Là, je peux plus trop répondre à l'appel du CIO, c'est clair. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, en tant que paintballer depuis 2006 et ayant vu depuis 2004, même 2004 déjà, pour certains, ça serait une petite jeunesse quand on voit certains de nos joueurs qui ont une très longue longévité, on va le dire. Mais toujours est-il que voilà, non, effectivement, l'introduction du match long avait mis en place un premier élément de réponse parce que l'enchaînement des points faisait qu'on voyait un score évoluer et donc du coup ça permettait de fixer qui gagnait, qui perdait. Et non pas de voir des équipes rentrer à la chaîne sur un terrain sans savoir. Et puis quand tu vois une marée de joueurs verts je dis joueurs verts parce que qui arrivent et qui vont buzzer, tu as compris qu'ils ont marqué un point. Voilà, donc ça a permis déjà d'avoir un spectacle qui visuellement était quand même plus agréable, je pense. Ensuite, effectivement, tu as la façon de le filmer qui a beaucoup évolué. Maintenant, il faut savoir qu'un match de foot, il y a 25 caméras qui filment un match de foot. On est même à beaucoup plus. Et du coup, effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, filmer une partie de paintball pour la rendre vraiment télégénique, il faut beaucoup de moyens. Actuellement, les projets qui sont mis en place montrent qu'il faut de la caméra, qu'il faut effectivement un vrai montage. Ça nuit un petit peu on va dire au paintball en tant que sport olympique, parce qu'il ne faut pas oublier que l'un des principes aussi des Olympiques, c'est que c'est en direct. Donc si vous n'avez pas derrière une régie avec un nombre de réalisateurs qui savent basculer,
Oui, c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas aussi quelqu'un qui soit aussi dédié qu'un Patrick Power, on va dire, qu'un vrai réalisateur. Voilà. Je veux dire, quand vous voyez aujourd'hui les réalisations, que ce soit en football, en rugby, la personne qui fait le montage, qui fait la réalisation, elle est passionnée, elle sait, elle a l'instinct. Et je pense que peut-être qu'on y arrivera un jour. Peut-être. Je te dis, avec un Patrick Power, avec des personnes qui sont dédiées au sport, on peut y arriver. Mais effectivement, on a encore du chemin à faire. Donc. Tout à fait. Voilà. D'accord. Malheureusement, il faudra pour l'instant mettre en attente un deuxième F à la fédération de paintball. Voilà, mais au moins les gens. Toute fédération qui pourrait se monter pour organiser le paintball, parce que c'est pas la FPS qui a l'exclusivité dans l'histoire. Hein, non, mais après, globalement, l'idée c'était d'expliquer aux gens un tout petit peu pourquoi on n'arrive pas à cet agrément. C'est pas une mauvaise volonté, c'est pas de la fainéantise. Voilà, c'était l'important. On va passer à un autre sujet. On va revenir là vraiment sur le niveau compétition et compétition nationale. Il y a une compétition qui, à mon goût, n'est pas assez, on va dire, médiatisée par rapport à ce qu'elle est, au niveau de jeu qu'elle propose, c'est la LNP. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la LNP, est-ce que tu pourrais quand même expliquer quelle est cette compétition, comment on y accède, les étapes, nous faire un petit topo rapide sur le sujet? Alors la LNP, pour Ligue nationale de paintball, le projet au départ, c'est un héritage, on va dire, de ce qu'on a tenté de mettre en place pour essayer de mettre une compétition de haut niveau. La Super 7 nationale. C'était la Super 7, ça a été après la Ligue Elite, toute tentative avortée, pour des raisons diverses et variées. Enfin, on va pas refaire l'historique, mais bon, voilà, peut-être que c'était trop prématuré. C'est ça, c'est-à-dire que le concept même, l'idée qui a germé, elle provient quand même c'est pas des erreurs, mais des tentatives passées, et de dire il faut absolument qu'on ait un championnat unifié. Voilà. Alors, pourquoi une LNP? Pourquoi on a mis en place cette circuit national? Parce que en fait, l'idée du jeu, c'était de voir que pendant très très longtemps, les grosses équipes, les grosses écuries françaises avaient tendance à sortir des ligues régionales parce que le niveau qui était proposé n'était pas assez élevé. On prend le cas des Icon, par exemple, qui ne jouent pas. Alors après, il y a aussi une question de budget, parce que oui, non, mais bien sûr. Après, voilà, c'est vrai que... Mais on le voyait aussi en Ile-de-France. On a eu les Tontons qui étaient sortis à un moment du giron fédéral. On voit bien que certaines équipes comme Vision, comme Outrage, lorsqu'elles sont dans le championnat, en fait, elles ont tendance à le manger complètement. Parce qu'il faut l'admettre, il faut juste être raisonnable. Elles ont un niveau de jeu qui était largement supérieur de ce que pouvaient proposer les autres. De ce que pouvaient proposer les autres équipes. Donc, résultat, comment faire pour que ces équipes puissent trouver un intérêt à rester dans le système fédéral? Sachant qu'on avait aussi l'autre inconvénient qui est lui vu du point de vue des équipes régionales, c'est que la majorité, lorsqu'elles faisaient les ligues régionales avec ces grosses écuries, et alors que ces équipes voyaient en fait l'idée d'une qualification CDF, se disaient ça sert à rien de se battre puisque de toute façon on sait très bien que voilà. À part la Ligue Île-de-France qui a quand même un plateau relevé et une on va dire c'est quand même difficile, si tu veux, de pronostiquer qui va se retrouver dans le stick.